Club Aventure, fier partenaire de partir autrement en famille. J'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de film western. C'est rond, c'est confortable, c'est maternel. Les muchachos qui regardaient ça, là, on se calme. Bonjour, mon nom est Gildor Roy, je suis en compagnie de ma fille Mahalia. Et on vous invite à découvrir l'Andalousie. C'est l'heure de la siesta. Il faut dire qu'en Andalousie, l'heure de la sieste, c'est sacré. Située au sud de l'Espagne, à 1 heure de Granada, cette région abrite l'un des derniers déserts d'Europe que nous sommes venus découvrir, ma fille Mahalia et moi. Il se murmure qu'à l'écart des routes, des gens vivraient toujours sous terre, dans des grottes qu'on appelle ici Casas Cuevas. J'imagine qu'il faut sonner la cloche, je sais pas. Ah non, Sam? Oui, Gildor. Comment ça va? Enchanté. Ah, c'est bon plaisir, Mahalia, ma fille. Enchanté, venez rentrer. Ah, ben merci, merci. Voilà, ça c'est chez nous. Cuevas Andalucias. Voilà, chez nous, c'est cette maison-là. Celle-là. On a 200 mètres carrés habitables avec jusqu'au garage là. Et les grottes touristiques, c'est la partie de droite ici. Ça, ce sont nos deux chiens. La petite Negrita. Negrita. Voilà. Negrita. Et alors le grand Max. Ben écoute, on fait un tour de la propriété. On vous suit, Max. Moi, c'est Sam, hein, lui, c'est Max. Oui, Max. Je m'excuse. Ça commence bien. Bon, ma fille a honte de moi. Tout est normal. Oh, Voilà. Alia. OK, vas-y, suis. Voilà. Entrez dans votre future demeure. Oh! Voilà, ça c'est la grotte. Oh, c'est incroyable! Donc à l'époque, il y avait les animaux dedans. Et là, nous, on en a fait une maison à faible empreinte écologique. Et que On est dans c'est les joli. roches, là. On est dans la roche, exactement. Voilà. Ça t'inquiète pas, Mahalia? Mais est-ce que ça va tomber? C'est Ah non, juste non, ça non, qui ça ne l'inquiète. peut pas tomber parce que voilà, là, la construction de la grotte, elle a été construite en forme d'arc. Donc ça ne s'est jamais s'effondré, c'est un peu comme les ponts romains ou les cathédrales. Alors l'avantage d'une grotte aussi, c'est que c'est la meilleure maison par rapport au tremblement de terre. Il faut savoir qu'on est quand même pas loin à Grenade, on a beaucoup de tremblements de terre. Donc on ne sent pas, parce que la terre bouge, c'est de l'argile en fait, et on ne sent même pas les vibrations, quoi. Donc c'est une maison antisismique, naturelle, qui t'apporte aussi un isolant naturel parce qu'il n'y a pas besoin de... Frais en été, chaud en hiver. Exactement. Donc on garde une température annuelle d'à peu près 18 à 22 degrés en été, quoi. Voilà, c'est une petite chambre pour passer la nuit. Que c'est joli. On dort bien dans une grotte, on est vraiment, on se sent un peu comme dans le ventre de sa maman, tu vois, on est en totale sécurité. Et c'est vrai que quand on dort dans une grotte, quand on ferme les fenêtres, donc toute la lumière extérieure, on est dans le noir total. Total. Bon. Voilà, donc. N'ajustez pas votre appareil. Voilà. Je suis tellement reposé. Seulement quelques secondes, je suis complètement revivifié. C'est vrai que c'est étrange et ça a un effet calmant. Oui, c'est vraiment calme. Mais même à parler puis à se promener dedans, il y a quelque chose de, je sais pas, d'organique. J'ai l'impression d'être dans un... Toi, tu me connais pas, mais moi, j'ai fait beaucoup de musique country, tu sais. Je viens de la campagne au Québec. J'ai vraiment l'impression d'être dans un décor de film western. On n'est pas loin de Tabernas, Ah ouais? où tu as tous les studios de Sergio Leone. Et donc tous les westerns spaghetti ont été tournés dans la région ici. Clint Eastwood arriverait, je serais pas surpris. Voilà.
Et ces plantes-là, c'est pas toi qui as planté ça, c'est pas toi qui as semé ça, là. Non, c'est des plantes naturelles. L'aspato, c'est une herbe qui nous permet de tresser des petits paniers, de faire de l'artisanat local. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes en zone protégée. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi on a décidé de la protéger? Ça semble être quelque chose qui pousse un peu partout. Cette herbe était en voie de disparition. Donc le gouvernement a vraiment décidé de créer des zones protégées, comme chez nous ici, pour garder le patrimoine local. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est vraiment sur le sommet de la colline et on a un super point de vue sur toute la région. Vous voyez, on est sur l'altiplano ici, tout est plat. Et autour, ce sont tous des parcs naturels. Okay. Ça, en face ici, c'est la Sierra de Bassa. Nous sommes sur l'altiplano ici, à une altitude de 800 mètres. Là en face, la Sierra de Bassa, vous montez à 2278 mètres. Changez complètement de pays, hein. Vous pouvez vous retrouver facilement en Provence. Et à 20 minutes après, vous vous retrouvez au Colorado. Ah ouais. Donc, c'est un de tes clients, ça, qui est en train de se préparer? Alors ça, c'est Ricardo qui est occupé à se préparer pour décoller. Donc, on a décidé de créer un terrain de paramoteur pour attirer cette clientèle de paramotoristes qui cherchent désespérément des terrains pour pouvoir décoller. Alors, là, écoute, c'est parfait. C'est parfait. Parfait pour eux autres. Et donc, l'avantage, c'est que tu décolles d'ici et tu te retrouves directement à 5 minutes. Tu es dans des superbes canyons. C'est vraiment très, très beau à faire. Pour décoller en parapente, on doit se rendre à 1500 mètres d'altitude au sommet du Habalcón, un ancien volcan situé tout près. Ricardo a choisi la voie des airs et nous, on prend la route. On verra bien qui arrivera en premier. Ah ben voilà, ça c'est Ricardo là. Ricardo? Regardez, il est là. Apparemment, c'est nous. C'est quand même haut. C'est incroyable. Sam, on est dans un endroit extraordinairement beau et spectaculaire. Et il y a une espèce de lac en bas. Ça s'appelle comment, ça? C'est pas un lac, c'est un barrage. Il y a beaucoup de pays, hein, comme en France, où on est occupé à aller dans les nappes phréatiques pour aller pomper. Et à chaque fois qu'on veut faire un barrage, c'est un problème. Les gens ne veulent pas. Alors qu'ici, il y a des barrages partout. On a de l'eau en suffisance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En Andalousie, on a beaucoup d'eau. Parce qu'il y a des grands chantiers comme celui-là qui ont été faits. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce lac-là, on a 7 ans d'eau potable. Il ne pleut pas pendant 7 ans, on a de l'eau potable pendant 7 ans. Ça, c'est toi dans 5 minutes. Un petit oiseau. Bon, ben voilà, qu'il dort. Ouais. Je te présente notre partenaire Neftali. Bonjour. Enchanté, enchanté. Ça va? Ça va, moi ça va. Mahalia, je sais pas comment ça va. Bon, bienvenue, regarde, on a une vue magnifique, il fait beau. Ouais. On est ici, on va voler en parapente. Tu vas voir que ça va très bien se passer. Neftali, en tant que père, là, je voudrais savoir, il y a combien d'années que tu fais ça, toi? Et c'est ma deuxième journée. Deuxième journée, OK. Mais t'as l'air tellement en confiance. Moi, je pratique depuis déjà, ça va faire une quinzaine d'années. Ah oui, tant que Ouais. ça. Ouais. Et bon, on a commencé comme professionnel dans les 2005 à peu près. Non, avant, on volait pour nous, c'était notre passion. Et après, on a fait de notre passion, on a fait notre métier aussi. Alors, il faut que tu cours par là-bas. Alors la voile, il va faire comme ça, il va le tirer à l'arrière. Mais elle n'est pas gentille du tout. Alors tu vas essayer de rester toujours debout.
Regarde mon bureau. Il est bien, non? C'est la façon la plus libre de voler, la plus simple, non? Tu as un avion qui rentre dans un sac à dos, que tu peux ranger sur ton lit, tu peux mettre dans le coffre de ta voiture, tu vas dans une colline, tu la gonfles, tu décolles et tu voles, tu te fais plaisir. Ça me gondi d'émotion. En même temps, je suis super fier d'elle qu'elle ait fait ça. Elle est beaucoup plus courageuse que moi, puis en même temps, c'est la terreur complète. C'est inexplicable. C'est tellement beau, le Oui, papa, là. t'as aimé ça? T'as tellement manqué quelque chose, là. T'avais du temps que Rocher arrive fort, là, c'est... Ça va? Ah, Ouais, Comment ça s'est passé? merci super bien. de me l'avoir c'est ramené. bien. Ouais? Ouais. Ça t'a T'as plu? aimé ça? T'avais l'air Ouais. bien heureuse quand tu passais. Sans là. rien, c'est comme... Ouais. Quand tu rêves, là, t'as déjà fait des rêves où tu volais? Ouais. C'est-tu ça? C'est-tu cette sensation-là? Non, c'est plus. C'est non, plus que ça? Ouais, c'est comme on dirait que t'as rien. On dirait comme... Tu sais, là, les magiciens, là, ils font croire qu'ils Ouais. filment, là, comme puis là, ils marchent dans le vide, là. On dirait que c'est ça. Je suis fier de toi. Fier de toi. Ben, t'es bon, Neftali. On vient en Espagne, tout le monde nous dit « Ah, vous devez manger de la paella, paella, paella. » Tout le monde parle de la paella. Tout le monde fait de la paella aussi. Mais d'où ça vient? C'est quoi l'origine de la paella? Alors, la paella, c'est un plat qui est typiquement espagnol, mais qui a des origines valencianas. J'ai entendu dire par les gens locaux que la paella, aux origines, ils mettaient tout ce qu'il y avait dans le frigo, ils la mettaient dans une poêle et ça faisait une paella. Donc, tous les restes... Un vide frigo, c'est ça, exactement. Et ça t'a pris combien de temps avant de maîtriser la paella? Ça m'a pris 2 ans. C'est un art de faire une paella. Sam et Aurore, sa conjointe, viennent tous les deux de Belgique. Ils avaient un hôtel qui marchait très bien, mais qui ne correspondait plus du tout à leurs aspirations personnelles. Ils ont eu l'audace et surtout le brin de folie nécessaire pour tout laisser derrière eux. Aurore, est-ce que tu parles espagnol avant d'habiter ici? Toi, parles espagnol antes? Non, Non? non, pas du tout. Pas un mot. Ça, Il faut sérieusement tomber en amour avec un pays. Pour apprendre une nouvelle langue, ça, c'est... Mais il faut déjà être très amoureux de son chéri pour le suivre en Espagne. Hein? Oui, c'est la première condition. Caliente. Hombre. Tu parles tout seul? Oui, je me parle de ça, je suis heureux. C'est mon émission de cuisine à moi, dans ma tête. Ouais. Je suis un peu fatigué. Si elle n'est pas bonne, c'est pas grave. Déjà, on a du plaisir plein les yeux. Voilà. Et là, la partie importante, c'est de prendre une photo et de l'envoyer au Québec. Qu'est-ce que vous mangez, vous autres, ce soir? Salut. J'imagine, là, quand vous faites des repas comme ça, puis vous buvez du vin de vos nouveaux amis, vous avez pas de regret d'avoir changé de pays? Aucun regret. Ben nous, on est bien contents que vous ayez déménagé ici. Je sais pas ce que ma femme dirait si j'y montrais une photo de ça comme ça. Je disais, chérie, j'ai acheté une maison en Espagne. Bienvenue à Gorafe.
C'est un des plus vieux villages troglodytes de la région. On va aller visiter les grottes. Après, on va se diriger à vélo vers le Colorado. On est aux États-Unis ici. Hein? Mais là, j'ai remarqué que tu as fait le geste comme ça. On va se diriger à vélo en montant. Ah oui, on va entretenir tes petits muscles. Je les ai vendus il y a longtemps. Je vous présente notre ami Manuel qui va être notre guide pendant toute la journée et notre ami Patrick avec qui nous sommes partenaires ici à Gorafé pour la Casa Juana. Enchanté. Ça, c'est les frères. C'est mon village. C'est là que je suis né et j'ai habité toute ma vie. C'est joli, hein? Donc, toutes les maisons qu'on a vues depuis quelques minutes, tout ça ici, c'est tout construit dans la montagne. Voilà. Et tout habité. Tous. Voilà ta maison de campagne. Ben voilà. C'est vendé. Combien ça peut valoir une cueva comme ça? Ça doit être pas cher. Je pense qu'entre 20 et 40 000 euros. 20 40 000 euros. Pas plus. Là, évidemment, c'est difficile de savoir combien il y a de pièces, mais il y a une cheminée assez loin, donc on peut penser qu'il y a 2 autres pièces en arrière. Au moins 4 ou 5 pièces, c'est pas cher pour une maison, pour habiter. Non? Non. L'avantage aussi, c'est que si tu as besoin d'une pièce en plus, simplement, il faut creuser. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais, chérie? On va avoir un enfant. C'est ça que ça veut dire? Voilà. Mais quelle vue quand même. C'est joli, hein? On va aller voir ce... Ouais, on va monter là-haut. Là-haut, OK. Ça s'appelle El Cerro de la Virgen. OK. Ça s'appelle pas El Mata Turista? Non. Non. Gorafé vient du mot arabe gorab, qui veut dire pièce en hauteur. On comprend bien pourquoi quand on voit ces maisons troglodytes creusées à 150 mètres au-dessus du sol. Elles ont été construites au cours du 12e siècle, à l'époque de l'invasion arabe. Manuel, les cuevas qu'on voit là, ça, c'est les cuevas originales là, qui servaient aux populations arabes à se réfugier quand ils étaient attaqués, c'est ça? Voilà. Normalement, les gens ils habitaient dans l'emplacement qu'il est maintenant le village. Okay. C'était le village originel arabe aussi. Et ça, c'était simplement pour se réfugier. Donc, quand ils disaient, attends, les chrétiens s'en viennent pour nous attaquer, eux autres, ils partaient et ils s'en allaient se réfugier là-dedans. Il y a une échelle faite dans la terre. Ah oui? Mais c'est en forme de tunnel. Ah, OK. Et pour rentrer, tu dois rentrer une personne simplement. Tu peux rentrer, alors c'était facile de défendre. À défendre. Et en plus, tu es en hauteur, c'est encore plus facile. Il avait tout dedans, de l'eau et aussi d'animaux pour avoir à manger. Il avait aussi des pigeons. Des pigeons, oui. Voilà. Ah, pour envoyer des messages? Voilà. OK. Pour envoyer à les villages voisins pour qu'ils Venez viennent nous aider, ouais, c'est ça. Alors, les chrétiens venaient, puis là, ils attendaient, puis ils se disaient, ah, puis ils s'en allaient. Puis là, les Arabes ressortaient, prenaient leur village. Voilà Mahalia, nous sommes tout au-dessus de la colline. Tu as vu la vue, c'est fantastique. Ouais. On se croirait aux États-Unis. Tu vas voir plus loin. Quoi ça? Aux États-Unis, non. La Sierra Nevada là derrière. Et ici, ce serait l'entrée. C'est la porte du désert. Ce chemin que nous empruntons s'appelle la Loma de los Pinos. OK. De los Pinos parce qu'auparavant, sur ces terres, il y avait des forêts de pins. Il y a très longtemps. Mais les hommes ont coupé beaucoup de pins, surtout à l'époque de la découverte de l'Amérique, pour construire des bateaux. Et plus tard, lors des guerres, contre l'Angleterre surtout, l'Invincible Armada et tout ça, beaucoup de forêts ont été coupées. Oh là! Oh là là! Oh là là! Patrick! Quelle surprise! Nous allons préparer une miga, qui est un plat
typique d'ici. Un plat à base de pain sec avec des lardons, du chorizo, un petit peu de poivron vert, un petit peu de poivron rouge. Il faut brasser beaucoup jusqu'à ce que ça fasse une pâte très agréable à manger. Bien sûr, c'était un repas de pauvres, pour ainsi dire, pour ne rien jeter. Donc, le pain sec qui restait à la fin de la semaine, on le ramassait et on faisait ce plat typique. De l'eau. La pâte à pain. Mais je suis sûr que ça va être bon. Ce serait un l'ail, puis chorizo, puis piment. OK. La miga est enfin prête. Patrick, comment on mange ça, le miga? Selon la tradition, on la mange autour de la casserole, du poêlon. Mais bon, ici, nous l'avons servi dans les assiettes. Alors, on la mange avec quelque chose de sucré, du melon, des raisins. Nous mangeons un petit morceau de miga et un autre de melon. Et on mélange. Et voilà, c'est le sucré salé andalou. Un excellent repas à la campagne. Salut. Gracias. Alors, Sam, tu nous as fait rencontrer Patrick et Anne-Sophie. C'est quoi le lien qui t'unit à ces gens-là? Si on vient faire du tourisme responsable, il faut travailler avec les gens locaux. Et pendant 6 ans, j'ai essayé de trouver des bons partenaires chez qui je pouvais envoyer mes clients. J'ai déjà envoyé des groupes chez eux. Les gens reviennent avec des images en tête, des émotions et me remercient. Et là, je me dis, c'est génial. On a fait du bon boulot, tout le monde travaille, la région travaille et on valorise aussi notre patrimoine. Voilà. C'est une belle rencontre en tout cas. Dépêche-toi à manger, ça va être froid. Ouais, merci. Cette convivialité est vraiment plaisante, même si finalement on est passé à table à 15 heures. Car c'est ça aussi, hein, les horaires espagnols un peu durs à suivre pour les touristes. Ici, on prend vraiment le temps de faire les choses, d'apprécier la vie qui passe et surtout de passer de bons moments avec ceux qui nous entourent. Olé. C'est pour qui, ça? C'est pour toi. Permettez-moi d'en douter. Juan Manuel Navarro, t'es céramiste, t'es homme d'aventure. Un peu. Mais t'es aussi guide. Comme plusieurs personnes à Gorafit, t'exerces plusieurs métiers. Oh oui, je suis polyvalent. Alors là, tu vas nous faire visiter un site de dolmen. Oui. Qui remonte à? 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000 ans avant. Donc à peu près 6000 ans. Ouais. Et ça s'appelle comment, ce site? Majadillas. Ce symbole-là, on l'a vu, mais il semble beaucoup. C'est 3 cercles. Vous avez le cercle principal qui représente le dolmen. Après, vous avez un second cercle qui représente le mur de protection, ici. OK. Et un troisième cercle qui représente le deuxième mur de protection. Donc, ces pierres-là voilà. qu'on peut voir, ça, c'était le premier mur de protection. Voilà. Bon, ben voilà, c'est un des dolmens les plus symboliques de Gorafit. Et ça, Juan, ces dolmens-là, c'était des tombeaux? C'était des tombes. Et elles ont servi à peu près pendant 3000 ans, en tant que tombes. OK. C'est-à-dire qu'on mettait des cadavres dedans, on poussait les ossements au fond des anciens cadavres, et on mettait le cadavre juste après la porte. Et sur le couloir d'entrée, hein, on déposait toutes les offrandes. Il y en a certains où ils ont trouvé 50 cadavres. Hein. Ah oui.
Alors bon, depuis 7000 ans, on peut se poser la question, mais comment ils ont pu compter? Il y a eu 50 cadavres. Ouais. Parce qu'il restait rien que des petits bouts d'os. C'est les dents. C'est ça, c'est toujours les dents. Et là, on est bien impressionné par la grosseur des pierres. Puis on se demande tout le temps, à cette époque-là, comment on faisait pour construire. Mais ces pierres-là, c'est des pierres qui se détachent des falaises. Oui, ils ont tout ramené avec des rondins. Puis si on regarde bien, on voit bien que les pierres sont quand même bien taillées. Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, ils n'avaient pas de fer. Ils n'avaient pas d'outils de fer. Ils taillaient souvent avec des silex ou avec des cornes. Hein? T'imagines le travail que c'est? Ouais. Il y a combien de dolmens? Il y en avait 280 à peu près, et là il n'en resterait plus que 240. À cause des glissements de terrain? Il y en a certains qui ont été volés directement avec des camions sur le plateau. Il y a des gens qui arrivent avec des camions et qui volent ça. À une époque, oui. Mais l'être humain a fait de si grandes choses et est capable d'être si con en même temps. C'est ça qui est incroyable. C'est un bloc de bois que j'ai taillé en forme de dolmen. C'est vraiment comme faire des biscuits, là. Hein? Ah! Un peu de talc. Pour éviter que ça colle. J'en mets plus? Ouais, non, ça va. Ça, après, il va sortir tout blanc, mais bon, c'est pas grave. Faut appuyer très fort, hein? Seigneur. Voilà. Donc après, on le découpe et ça donne ça, voilà, une fois cuit. Puis toi, Alia, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Je deviens artisane. Ouais, c'est pour qui, ça? C'est pour toi. Permettez-moi d'en douter. Jeune homme, tu auras affaire à moi. Ah! Pero Manuel, t'es partout. Parce que t'es guide, mais t'es aussi céramiste. Voilà. Oui. Que tu has hecho? Personnellement, j'ai fait ces pièces en argile qui sont des répliques. C'est une sorte de vase qu'on a trouvé ici dans les dolmens de Guarafé. OK, comme un queso. Oui, plus ou moins. C'est quoi ça? De l'argile. La même chose que tu vois ici. À Guarafé, il y a de l'argile partout. Il y a plusieurs techniques. Une de ces techniques s'appelle la technique du churro. De l'époque néolithique, préhistorique. Les premiers humains employaient ce genre de technique avec laquelle ils fabriquaient les vases, les pièces qu'ils faisaient. Ils employaient surtout ces deux techniques, le churro et la galette. Donc, ça, là, cette plaque-là là, qui annonce l'hôtel de ville, Ayuntamiento, ça veut dire ça, c'est un travail de votre atelier. Aussi. Le numéro, les plaques de rue aussi, c'est nous qui l'avons fait. Donc, c'était comme un devoir dans votre cours de céramique de réaliser ça, puis la ville s'en est servie vraiment. C'est comme... C'est une façon d'apprendre et aussi de donner au village un peu de style personnel, non? Tout est pareil, tout est propre. Tu vois, la municipalité qui encourage le travail étudiant, finalement. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Autrefois, presque tout le monde était artisan au village de Guarafé. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une dizaine, dont Ignacio, qui travaille avec l'esparto, l'herbe protégée dont nous a parlé Sam l'autre jour chez lui. Ignacio, comment ça va? Oui, très bien. Avec l'esparto, on peut faire des choses décoratives, comme le cactus qu'il y a là, la tête de cheval, et des choses vraiment utiles là, que les gens utilisaient dans la vie de tous les jours. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et bien sûr, auparavant, tous les ustensiles étaient en Sparte.
Le plastique n'existait pas. El plástico no existía, ¿no? Qu'est-ce que c'est, ça? En un principio, D'abord, je l'ai fait pour le fromage. de quesera. C'est un moule, disons, pour faire le fromage. Les fromages espagnols. Exactement. Ont ces marques-là à l'extérieur. Exactement. Ah, ouais. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Et aujourd'hui, là, qui enseigne? Est-ce que ça s'enseigne encore? Est-ce que ça se transmet, ce savoir-là? Ici, nous sommes 3 à savoir travailler le sparte. Et antes había... Tout le village. Tout le village savait travailler le sparte parfaitement. Qué triste. ¿Verdad? No. ¿Sabes para lo que era? Sais-tu à quoi ça servait? Eso se usaba, los ganaderos. Les éleveurs de bétail l'utilisaient quand ils ne voulaient pas que le mâle monte la femelle. El macho a las hembras. ¿Lo entra eso a la cola de la vaca? No. ¿No? No. ¿O al, No. al... Aux testicules. A los testículos, vamos a hablar verdaderamente. Oui, ou... Ce ne serait pas aux testicules, mais au pénis du... Ok, al pene. On le mettait sur le pénis et ainsi, il ne pouvait pas avoir accès. Tu comprends? Ok, entonces Mahalia. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Lo han utilizado eso. Lo han utilizado. Je crois que oui. Bueno. No, eso es natural. Ça peut avoir 50 ou 60 ans. 50 años, 60 años. Wow, ça a peut-être 50 ou 60. Oui, sans problème. Très bon. C'est une casquette? Non, c'est un cache-gosse. Avec le temps, la Casa Juana est devenue un point de rassemblement fort du village. Anne-Sophie s'occupe de la petite boutique qui vend uniquement des produits de la région et bien sûr des artisans que nous avons rencontrés. Eso es interesante para los turistas, obviamente. Oui, oui. Pero la gente del pueblo aprecian eso también. Pas tous. Par exemple, les choses qui sont faites avec le sparte. Bueno, eso. Ça. Les paniers, ils en voient souvent. Mais c'est pour cela que nous voulons leur montrer que ce qu'ils font a de la valeur. Parce que ça, personne ne l'achète. Son cosas de campesinos. Exactement, ça a perdu de l'intérêt. C'est pour cela que nous voulons valoriser ces objets. Lindísimas. Patrick, souvent, l'artisanat, malheureusement, dans plusieurs pays, c'est une chose d'anciens. C'est les anciens qui maintiennent ça en vie. Mais est-ce que ça s'est transmis à des artisans plus jeunes? Non. Il y a des jeunes qui s'y intéressent, mais ce n'est pas quelque chose dont on fait la promotion, qu'on fait connaître. Les jeunes s'y intéressent peu à peu, cherchent à s'informer auprès du grand-père qui travaillait le bois, de celui qui faisait le tressage ou de celui qui travaillait l'argile. Alors ils demandent « Comment faisait-on cela ?» Et peu à peu, on sauve ce savoir qui se perd. C'est important eso, porque hay muchos jóvenes que saben muchas cosas por el internet. Pero en la vida real es otra cosa. C'est différent. Un fuego con nada es algo muy difícil. Así que demandez-le aux plus vieux, ils vont vous l'expliquer comment on fait toutes sortes de choses. Soyez pas gênés. I'm working in the fields, working for Sam. I'm working in the fields, working for Sam. C'est le seul aspect désagréable d'ici. Il faut travailler pour manger. Non, c'est pas vrai. Là, vous vous demandez pourquoi on est en train de creuser un trou. C'est parce qu'on n'a vraiment rien d'autre à faire. C'est parce qu'on voulait offrir un bouquet de roses à Sam en guise de cadeau de remerciement. Mais toi, tu as inventé une nouvelle tradition. Quand on t'offre un cadeau, ce que tu aimes recevoir, c'est un arbre. Exactement. J'aime bien le durable. Il va rester quelque chose de mon client. Un bouquet de fleurs, au bout de 15 jours, il sera dans la poubelle. Dans notre cas, on a acheté un pommier. Écoute, au Québec, il y a vraiment beaucoup de pommes. Et je sais que
tu as vécu une émotion tellement intense en nous rencontrant, en nous connaissant, que tu as failli tomber dans les pommes. Alors, à chaque fois que tu seras étourdi, tu penseras à nous. Voilà. En tout cas, je vous oublierai pas, ça c'est sûr. Ouais, nous non plus, Sam, ça c'est sûr. Est-ce que c'est assez profond, tu penses? Ou... Ah non, non, il faut encore y aller. T'imagines un peu, on a planté 350 arbres. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Hein. C'est là qu'on commence à respecter le boulot du paysan. Ah, ben ça, oui. Sam et Aurore, comment vous vous êtes ramassés ici, en plein milieu de l'Andalousie? Dans le désert. Dans le désert. On ne voulait plus de voisinage. Ça, c'était déjà un point fort. Alors, on voulait de la terre pour pouvoir cultiver. On voulait être autonome. Voilà. Le maximum autonome. C'est sortir un peu de ce système. Alors, c'est ce que j'explique souvent aussi. Moi, j'ai été militant pendant de nombreuses années. J'étais dans toutes les manifestations à Bruxelles. Et je m'aperçois qu'en étant ici, j'ai beaucoup plus d'impact sur le changement dans mon désert que dans une manifestation avec mon petit panneau dans la rue à crier on en a marre, on en a marre. Ici, on est dans le désert, les gens arrivent et voient que le changement est possible. Et repartent avec des émotions dans leur tête et décident aussi de changer leur vie. Alors moi, je vais chercher un peu de crottin pour planter ce pommier. Du bon crottin de Luna et d'Estrella. Ah, les filles! Parce que le fumier que ça produit, exactement. C'est un engrais... C'est le meilleur engrais qui puisse exister. Donc, Aurore, c'est des cuevas, ça. Donc, tu vois, comme nous, Luna et Estrella, elles ont aussi une cueva. C'est un hôtel 5 étoiles pour mes chevaux. Je comprends. Luna, là-bas, là-bas. Viens, 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 viens. Là-bas, là-bas. Viens, 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 viens. Elle veut pas y aller. Tu sais, Gildor, les chevaux andalous, ils sont têtus. Comme les Andalous. Ils ont... Ouais. Ben oui, non, ils le disent eux-mêmes, hein? On va mélanger cette terre avec le crottin, avec un peu de terreau. Et on mélange avec un peu de ça? Et alors, on mélange tout après. Alors, quand le crottin est là, la fête peut commencer. Ici, j'ai récupéré un vieux tuyau d'irrigation qu'on avait. Donc ici, on a le tuyau qui passe pour irriguer les autres arbres. Je vais couper ici le tuyau pour mettre un T. Il arrive juste à l'endroit de l'arbre. Ce que je vais faire, je vais couper ici, installer un bouchon et c'est parti. Alors l'avantage du goutte à goutte, c'est que l'eau rentre tout doucement dans la terre et elle va vraiment imbiber la terre de flotte. Par contre, si tu arroses avec l'arrosoir, tu vas avoir, je sais pas moi, 3-4 cm qui vont être irrigués. Et puis ça va s'évaporer très rapidement, ça va pas rentrer dans la terre. Donc maintenant, on va se faire une belle photo de famille. Donc cette photo va se retrouver sur notre site internet et vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre arbre. Tous les ans, je fais une photo et je l'envoie sur le site et vous allez pouvoir voir l'évolution de votre arbre. OK, la première pomme que vous cueillerez, prenez une photo en train de la croquer. Voilà. On sera rassurés. Si caminas por Gonafe, ten cuidado en las calles, donde quiera que camines. En Espagne, une peña flamenca est un lieu où l'on se réunit pour chanter et danser le flamenco. Il en existe plus de 1000, rien qu'en Espagne. Juana, la mère de Patrick, est une ancienne danseuse professionnelle et elle se dévoue maintenant à la diffusion de la culture flamenca.
mais je vois que c'est quand même difficile à apprendre le flamenco. Ça prend combien de temps? Ça prend toute une vie. J'ai 65 ans et j'apprends encore. Ce n'est pas... Bien sûr, pour que tu puisses te défendre comme danseuse. Par exemple, apprendre une sevillana, une rumba, ça prend un mois. Un mois à peu près. Doña Juana, j'ai vu, ça c'est un portrait de vous, j'ai vu plusieurs photos de vous, et souvent c'est un visage très dramatique. Et on a l'impression, en Amérique en tout cas, que le flamenco, c'est un art sérieux, dramatique. Je vais même dire le mot triste. Non, parce que ce qui est extraordinaire dans le flamenco, c'est qu'il y a du drame et de la dérision. Par exemple, un pas qu'on fait ainsi. OK. Como muy coqueta seductora. OK. Eso es lo difícil, me imagino, es combinar la mano con los pieds que no hacen el mismo ritmo. Demandez à votre fille. C'est ça qui est difficile, les pieds avec les mains, parce que les mains font quelque chose de bien différent. Là, il faut que tu mettes ta main comme ça. Oui. Puis là, il faut que tu sortes. Si lo tiene, hay que darle. Ajá. Ajá. Puis là, tes pieds, puis là, tes... C'est compliqué, là. Le flamenco, c'est comme l'amour. Ça commence tranquillement, puis après, comme un cheval, ça se met à qui s'emballe. de plus en plus vite. Il perd son mort, puis il vit fou. ¡Qué bien! Es verdad. Maestranza de Sevilla, la del amarillo arbero, la que huele a manzanilla y a capote de torero, la que huele a manzanilla y a capote de torero. Quand vous jouez en trio comme ça, est-ce que chacun a son rôle? Bien sûr. C'est un ensemble, une équipe. C'est un langage également, une communication. Je réponds à ce qu'il me dit. Parce que je lui dis, il sait ce que je vais faire. Et il me rattrape. Bien sûr, chaque musicien ou artiste apporte sa personnalité au spectacle. Le résultat dépend de l'expérience et des connaissances de chacun. Mais comme je te dis, s'ils connaissent le langage, tout est parfait. ¿Cuántos pies tienes? 2 pieds. Après un long moment, oui. Si c'est plus long, comme quand je répète, quand je m'entraîne, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, j'ai très mal aux pieds. Tu dois le savoir aussi parce que tu pratiques. Sí, tú sabes ahora. OK.
Donc, ce matin, je me suis mis à penser à ce que j'avais vu à Gorafé et aux gens de Gorafé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris et je regrette amèrement maintenant, mais j'ai écrit comme un petit poème qui est une petite chanson country. Si caminas por Gorafé, ten cuidado en las calles. Donde quiera que camines, mi alma encontrarás. Por sus ceros gloriosos y sus valles misteriosos se encuentran hombres rectos y mujeres valientes. Gorafé, adiós, Gorafé. Nos vemos pronto, Gorafé. Si Dios me presta vida. Ah, Sam, merci. Merci à vous. Et Aurore, mon enfant martyr. Merci beaucoup. Merci à toi. Skateman. Malia, notre semaine en Andalousie s'achève. Qu'est-ce qui t'a impressionné cette semaine? J'ai remarqué qu'ils sont vraiment encore attachés à leur culture. C'est ça que j'ai aimé. Puis tout le monde qui Ouais. est là. Ils parlent de leur Tu vois, culture. moi, ça m'a impressionné des Espagnols. Mais pas juste des Espagnols. Des étrangers qui se sont établis ici. Ouais. Tu sais, Sam vient de Belgique. Il parle de son pays. Tu sais, quand il Puis parle quand de il parle de l'Espagne. son pays, il parle d'Espagne. Je t'avoue que je le comprends parce que c'est extraordinairement beau. Et personne ne connaît ça, on dirait. Ce qui est en même temps l'avantage. Et malgré tout ça, on doit rentrer à la maison. Vámonos. Olé! Poursuivez l'aventure à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Club Aventure, fier partenaire de Partir autrement en famille.